Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast Finance sans filtre où on décrypte l'univers de la finance, des placements. Aujourd'hui, on est avec Victor de Pulsim et Partners qui va nous parler notamment d'immobilier, de club deal, de foncière privée. Salut Victor. Bonjour Clément, bonjour à tous. Alors, euh, du coup, je vois que tu es dans une belle salle, dans tes bureaux sûrement. Exactement. Écoute, je te propose de te présenter et puis nous dire ce que tu fais, d'où tu viens, et puis voilà, let's go. Pour faire très simple, j'ai commencé mon activité, chez un promoteur immobilier. Ensuite, j'ai été directeur commercial de différentes sociétés de gestion immobilière. En parallèle de ces activités-là, j'avais monté des activités liées à l'immobilier commercial. J'ai monté des foncières d'immobilier commercial, foncières privées. J'avais développé également une activité de marchand de biens. Et au travers de tout ça, j'ai rencontré, il y a plus de 2 ans, 3 ans quasiment maintenant, quelqu'un qui s'appelle Xavier Alvarez, qui est, assez connu dans le monde, dans le domaine de l'investissement immobilier. Heu, c'est quelqu'un qui a monté une foncière, une très grosse foncière immobilière privée et il a eu l'idée de monter une plateforme dédiée au co-investissement sur ses propres opérations et donc en fait, je l'ai rejoint assez naturellement, pour l'accompagner dans ce projet et monter Pulsim Partners, qui est l'entité dédiée à la structuration et à la commercialisation effectivement de club deals qui vont investir sur les opérations de Pulsim, qui est la foncière de Xavier. Ouais, alors du coup, juste pour revenir un peu sur la foncière, donc je schématise, mais c'est un fonds d'investissement qui investit dans de l'immobilier, donc c'est vraiment un statut particulier. Moi, je connaissais les foncières cotées, donc qui sont cotées en bourse. J'avais notamment, bossé chez Covivio, chez, Icade. Là, quand tu dis, en fait, privé, c'est un peu c'est la même structuration, sauf que c'est pas coté, c'est ça? Exactement, en fait, on peut mettre beaucoup de choses dedans, foncière privée, on sait qu'il y a de l'immobilier. Alors je peux présenter les choses différemment également. On peut dire qu'on est un espèce de single family office immobilier qui réalise, enfin, chez Pulsim, qui réalise, des opérations immobilières pour compte propre. C'est de l'investissement immobilier pour compte propre, et donc dans cette, foncière, dans ce single family office immobilier, on va réaliser des investissements sur 2 formats de stratégie. On a des stratégies, qui vont porter sur des opérations de marchand de biens, donc des créations de valeur. C'est ce qu'on appelle des opérations value add. On part d'un foncier où il y a rien, on va construire un hôtel, des commerces, tout ce qu'on veut. Et on a également une activité dédiée, à du portage. Quand je dis portage, là, on est vraiment dans le sens noble de la foncière, c'est-à-dire que je vais acheter un actif, je vais le financer à long terme et je vais le garder en patrimoine, sur une longue période. Toujours dans une enrichissement personnel, bien évidemment. OK, donc du coup, vous êtes des pros de l'immobilier, de ce que je comprends. Comment vos équipes sont structurées? Donc, tu parles de value add, donc tu as des équipes qui font les travaux, enfin, tu vois, comment ça s'organise tout ça? Alors on reste une petite structure. Aujourd'hui, tous les deals vont être sourcés par Xavier. Alors bien sûr, on a 2 équipes. Donc il y a l'équipe, Pulsim Partners dédiée à la structuration des deals. On va adapter les deals, pour faire rentrer des investisseurs dedans et à côté de ça, on a Pulsim, l'équipe dédiée vraiment à l'investissement pour compte propre et donc là, on a, un directeur financier, directeur des investissements, directeur général et donc c'est eux qui vont analyser les dossiers. La particularité étant, c'est qu'on n'a pas reprécisé, mais il y a vraiment le personnage clé derrière qui est Xavier Alvarez. Tu parlais de track record, de compétences et autres. Pour donner quelques chiffres, c'est quelqu'un qui a investi pour compte propre, plus d'1,5 milliard à titre personnel au cours des, 20-25 dernières années. Donc, Ah c'est ouais, ça son OK. track record. Et on travaille sur l'intégralité des classes d'actifs. Ça peut être, on a déjà fait des hôtels particuliers, du bureau, du commerce, des logements, des résidences seniors, des résidences étudiantes. On travaille la logistique, on travaille sur, l'ensemble des classes Ouais, d'actifs. donc toute typologie d'actifs et en fait, quand tu dis que lui, il a investi à titre perso plus d'1 milliard, ça veut dire que en fait, à chaque opération, il investit son propre argent dans l'opération. Donc tu as un Exactement. En vrai fait alignement d'intérêts, en fait, exactement. En fait, jusqu'à présent, pour reprendre un tout petit peu l'historique, jusqu'à présent, il faisait ça tout seul.
Et il s'est posé une problématique, c'est qu'il allait sur des dossiers de plus en plus gros. En fait, il a la qualité, c'est qu'on a un sourcing qui est exceptionnel. Il allait sur des dossiers de plus en plus gros. Sont arrivées également les crises qui ont durci les conditions de financement et donc le fait qu'il aille sur des dossiers plus gros et que les conditions de financement se durcissent, c'était beaucoup consommateur de capitaux propres et donc c'est là où il a eu l'idée de d'ouvrir finalement le capital des opérations. On fait rentrer, des investisseurs en capital, notamment on fait également des émissions obligataires, mais on va les faire rentrer également en capital, sur des opérations et la particularité étant, et tu l'as souligné, c'est qu'on va systématiquement conserver, au moins 51 du capital. Alors ça peut être 51, ça peut être 70, ça peut être 80, mais on va sourcer l'opération, on va investir des fonds propres et on va rester jusqu'au bout de l'opération avec à minima une détention de 50 50-51. Donc effectivement, on met en avant dans notre modèle vraiment l'alignement d'intérêts au sens noble du terme. C'est-à-dire que contrairement à des modèles traditionnels de sociétés de gestion qui font de la gestion pour compte de tiers, on a un gérant qui va gérer l'argent d'investisseurs. Là, on est dans une logique un peu différente où tous les dossiers qu'on va proposer sont des dossiers qu'on fait avant tout pour nous, dans une logique d'investissement pour compte propre. Mais comme ce sont des très gros dossiers, on n'a pas les fonds, les ressources nécessaires pour rester à 100 sur le deal, donc on fait rentrer, des investisseurs. Ouais, ouais, c'est assez intéressant parce que je pense, un modèle qu'on voit effectivement pas partout, mais en fait, du coup, ça te garantit, entre guillemets, un vrai alignement d'intérêts dans le sens où tu as tout intérêt à ce que l'argent l'opération tourne bien, C'est évident. que ça dégage du résultat pour que derrière, toi-même, à titre perso, tu puisses avoir un retour sur investissement, satisfaisant. Et en fait, ouais, c'est pas le cas dans des sociétés de gestion. Donc moi, je suis passé par exemple, par Sofidy où j'ai géré de la SCPI, où effectivement, c'était plus une logique de gestion pour compte de tiers pour nos associés, mais il y avait pas d'investissement à titre perso. Et par contre, ça rejoint, tu me corrigeras si je me trompe, mais peut-être plus une logique de private equity où là, pour le coup, j'ai fait notamment un passage chez Ardian dans leur équipe IMO, et d'ailleurs, ils faisaient du value add, aussi. En fait, là, il y avait vraiment des prises de participation de la direction et cetera dans les fonds pour, essayer d'aligner et je trouve que, ouais, ça rejoint peut-être cette philosophie. On est dans cette philosophie. Alors, j'ai envie de dire qu'on l'a poussé encore un tout petit peu plus loin, parce que généralement, dans des sociétés de private equity, les gérants vont être autour de 5 du capital. Généralement, c'est ce qui se fait. Oui, ils avaient pas 5 ans sur, Donc là, on est dans une logique où on est quand même beaucoup plus marqué. Et effectivement, bah, c'est très juste ce que tu dis là. Alors, j'aime pas utiliser le mot garantie en matière d'investissement, mais jamais en de matière garantie, ouais. d'alignement d'intérêts, effectivement, on peut l'utiliser, on peut se permettre de l'utiliser et on est allé même dans un modèle qui va aller encore plus loin. C'est qu'on a créé en fait, un mécanisme d'investissement, où, par exemple, sur certaines opérations, on va faire rentrer des associés, on va créer des actions de préférence, qui vont bénéficier à ces associés et en fait, la règle, elle est très simple, c'est qu'au moment où on vend l'actif, 100 du boni liquidation, le boni, c'est le gain, 100 du gain va exclusivement à nos associés à hauteur du capital et d'un TRI qu'on a, prévu contractuellement et donc nous, Pulsim, finalement, on ne va récupérer nos fonds propres que quand les investisseurs ont récupéré 100 de leur mise avec le TRI. La contrepartie de ça, c'est très engageant de notre part, parce qu'on on joue finalement nos fonds propres. La contrepartie de ça, évidemment, il y a une contrepartie, c'est que, quand nos co-associés ont touché leur capital et leur TRI, tout ce qu'il y a au-dessus, ça va rentrer dans notre poche. Donc c'est qu'on est assez confiant aussi quand on fait ce modèle-là, c'est qu'on est assez confiant pour se dire que, bah, l'opération, va bien se passer et qu'on va bien sûr rembourser, le capital et le TRI contractuel prévu avec nos associés et que nous, le gain sera substantiel, et on aura tout intérêt à faire ça. Oui, bah, en fait, c'est le système du private equity avec le carried interest, c'est ça, en fait, tu détermines, enfin, ouais, c'est encore un peu particulier, ouais, c'est un peu différent. Le carré d'interest, dans des sociétés de gestion, si on revient au principe de gestion pour compte de tiers, le gérant va gérer des fonds.
Si ça se passe bien, le gérant effectivement va toucher un carry d'interest. En revanche, si ça se passe mal, au pire, lui va prendre des frais de gestion, mais il n'aura pas perdu son argent. Là, on est dans une logique où, si ça se passe bien, on va très bien gagner notre vie. Si ça se passe pas bien, en revanche, nous, Pulsim, on sera les premiers impactés, pour venir couvrir, une opération qui se passerait un peu moins bien. Et avant que nos associés soient impactés, il faudra déjà qu'on ait épuisé les fonds propres, de notre participation avant que ça commence à entamer le capital de nos associés. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ça va même au-delà et du coup, comment ça se passe? Ouais, tu détermines un TRI cible, pour les investisseurs et et en fait, c'est ça, hein, selon les opérations. Les opérations, tout à fait. On va valider, un TRI cible, on va, mettre en place des actions de préférence, donc il y a un pacte d'associés, il y a, un rapport du commissaire aux avantages particuliers qui va lister, ben, comment fonctionnent les actions de préférence, et ça, pour le coup, l'investisseur, il y a un accès, total, à une transparence totale sur ce mécanisme-là et tous les éléments clés, toute la Ouais, data room. parce que c'est vous avez digitalisé un peu la plateforme de ce que je comprends et en fait, l'investisseur a accès à toute la data directement en ligne, avec les opérations. C'est quoi que vous présentez un peu au fur et à mesure ou C'est comment ça, en fait, comment comment ça à marche? chaque lancement, je pense qu'on est les premiers aujourd'hui et les seuls à faire ça aujourd'hui sur le marché. C'est que chaque présentation de deal prend la forme d'un mini site internet. Donc les clients, enfin les CGP et les investisseurs finaux après y ont accès. Il y a un code d'accès, il faut demander un code. Et en fait, cette plateforme va être très interactive, donc on va pouvoir, voir, bah, tous les tenants et les aboutissants du projet, les chiffres clés, le reportage photo. On fait une vidéo de présentation, par actif et ce qui est assez novateur, c'est effectivement cette transparence en matière de data room. On a un onglet spécifique où on va retrouver entre 10 et une vingtaine de documents qui sont accessibles directement en un clic, où on va retrouver, je vais donner quelques exemples, mais une note juridique de cadrage de l'opération établie par un cabinet d'avocats. C'est ni plus ni moins qu'une présentation commerciale, mais sous l'angle juridique. On va retrouver le pacte d'associés, on va retrouver les statuts CABIS, on va retrouver quand il y a des locataires en place, en un clic, on a le bail, on va retrouver le tableau locatif, on va retrouver le rapport du commissaire aux avantages particuliers, etc. Quand c'est éligible 150 0 BTR pour des clients qui font du remploi, qui ont cédé leur société, on va retrouver la note fiscale et tout est accessible en un clic. Donc c'est extrêmement efficace, extrêmement transparent et très lisible, tant pour les conseillers que pour les investisseurs finaux. Ouais, c'est assez rassurant d'avoir toute la documentation à disposition et c'est vrai que ça reste des opérations, risquées, hein, parce qu'on parle quand même d'immobilier et notamment de value add, mais on reviendra un peu sur C'est vos simple. performances, sur, Oui. ce que vous avez fait ces dernières années. Le point, c'est on pourra y revenir plus tard, mais on fait pas rentrer, généralement, on ne fait pas rentrer les investisseurs, au tout début. C'est-à-dire qu'on va nous injecter, la première mise initiale, très souvent, et on va attendre que l'opération soit en partie dérisquée avant de faire rentrer les investisseurs. D'où le fait de faire rentrer sur des schémas de théorie contractuels quand on le fait, c'est qu'on a déjà un peu de recul et assez confiance sur le bon déroulé de l'opération. Et du coup, les investisseurs qui rentrent dans ces opérations, ils sont bien sûr accompagnés par des CGP, par des family office. En fait, en tant qu'un particulier lambda, on est d'accord, il peut pas se dire: «Vas-y, je mets un ticket de 100 K», je crois que c'est votre ticket minimum, d'entrée. Alors, il y a 2 choses. Alors le ticket d'entrée, on l'a baissé. Jusqu'à présent, effectivement, on travaillait sur des tickets de 100 000 € minimum. Aujourd'hui, quasiment 80 90 des deals qu'on lance, sont sur des tickets de 20 à 30 000 €. Ça permet un accès un petit peu plus, facile, hein, finalement, à nos offres. Et pour répondre à ton autre question, effectivement, on ne fait pas de distribution, ce qu'on appelle de distribution en direct, comme pourraient le faire des plateformes de crowdfunding ou autres. Mais uniquement sur un schéma, intermédiaire B2B2C. Il faut qu'il y ait un conseiller en gestion de patrimoine, CIF, conseiller en investissement financier. C'est lui qui va, bah, présenter voilà l'investissement à son client et ça passe exclusivement sur ce modèle, intermédiaire.
Oui, ça On n'a pas les épaules et on n'a ajoute pas une ouais, ça ajoute une couche de ouais. conseil, ouais, ouais, ouais. Et Non, oui mais et bien ça sûr. nécessite un conseil. Dès qu'on fait du club deal, je pense que c'est quand même très important d'être bien conseillé. Sarng Pluriel est bien sûr un cabinet CIF, donc agréé par l'AMF, et apte à proposer ce type de solution. Si on parle un peu de vos vos dernières opérations, bon, l'immobilier a fait beaucoup parler de lui ces dernières années et a pas mal chuté. Est-ce que ça vous a impacté? Ou est-ce que justement ça a été plus, des sources d'opportunités ou les 2 peut-être? On a eu les 2 cas de figure évidemment. Globalement, toutes les opérations qu'on avait embarquées se comportent bien. Moins bien que ce qu'on espérait, mais elles se comportent bien, et on passe, bien la crise. Ça, c'est le premier point, c'était sur toutes les opérations embarquées. Xavier, par ailleurs, n'a pas hésité à couper certaines opérations sur lesquelles il avait pris des engagements, voyant venir un petit peu le changement de vapeur, on va dire, et il a coupé des opérations sur lesquelles il avait signé des promesses. Donc il a préféré finalement se couper une main que se couper le bras, au bon moment, et donc sur toutes les opérations qu'on avait embarquées un petit peu avant, bah, tout se passe bien, et ça nous a effectivement permis d'aller saisir des opportunités. Aujourd'hui, on a une agilité en fait, très intéressante puisqu'en fait on dispose de fonds propres en interne, couplés à des fonds propres externes, ça nous permet d'être beaucoup plus flexibles et d'aller beaucoup plus vite dans les prises de décision et de saisir des opportunités, très intéressantes. Après, on est aussi sur un marché où aujourd'hui le positionnement de Pulsim, c'est que, pour situer, on va aller cibler des deals en termes de volume d'investissement qui vont représenter 20-30 millions minimum et jusqu'à plus de 150 millions. Quand on passe déjà le ticket de 10-15 millions, on élimine en termes de concurrence, on va éliminer tous les petits marchands de biens. On va plutôt se retrouver, face à des sociétés de gestion, par exemple, et on aura une agilité, un peu plus, un peu plus importante, qu'un institutionnel. Et du coup, si tu donnes un peu de concret, c'est quoi là les opérations que vous proposez? Alors je suis pas allé voir la plateforme, mais concrètement là, je me connecte, il y a quoi en ce moment, sur Il y sur a quel il y niveau de a rendement, tu vois? on est, il y a un petit peu de tout, là aujourd'hui, pour parler de quelques projets, on est en train de clôturer un projet sur de la logistique, de la prime, à Montreuil où en fait on a refait un entrepôt. Là, on est en train de le louer et derrière on va le revendre pour boucler notre opération de marchand de biens. On a lancé une opération, également à Tignes. Tignes, en fait, on a racheté un foncier en hypercentre de la station et pour faire extrêmement simple, on va construire, une annexe d'un hôtel 5 étoiles qui est déjà existant, relié par une passerelle, pour agrandir finalement cet hôtel, très emblématique de Tignes. Hem, Autre projet également, alors ça c'est notre projet phare aujourd'hui, c'est, la création du deuxième hôtel 5 étoiles de Disney. Ouais, OK. On est en train d'acheter le foncier. On achète avec un permis obtenu et purgé de tout recours pour construire un hôtel sous enseigne JW Marriott, donc en partenariat avec Disney et JW Marriott, qui est le plus haut de gamme, enfin l'enseigne la plus haut de gamme de Marriott. Et ça sera un hôtel de 267 chambres avec des villas individuelles avec piscine également, Ah à ouais, proximité super. immédiate du donc ça, c'est un très, très beau projet. Et en termes de rendement, on va osciller entre du 8 et du 10, pour te donner une idée. Il y a des opérations où on va rentrer en capital, en equity, c'est des club deals et il y a des opérations qu'on va structurer plutôt sous forme de dette, sur lesquelles on reste, seul à 100 et donc on fait des émissions obligataires. Quand tu dis émission obligataire, donc c'est adossé justement à ce projet immobilier ou pas? Enfin, comment? Alors ça va dépendre des opérations justement. Des fois, c'est un arbitrage qu'on fait. Est-ce qu'on fait rentrer, les investisseurs en capital ou en dette? Il y a pas vraiment de règle. On va s'adapter en fonction des opérations, en fonction des besoins, de la demande également, on structurera l'offre de manière un petit peu différente. OK. Est-ce que tu utilises du levier externe sur les opérations? Oui, on va utiliser du levier bancaire. Ça va dépendre des opérations, mais grosso modo, aujourd'hui, on est entre 50 et 65 généralement de levier externe. Donc voilà, on a de très, très bons, accords avec les banques. Ça,
l'expérience de Xavier, 30 ans d'investissement immobilier qui fait qu'il connaît un peu tout le monde sur la place et donc on a de bonnes conditions de financement, également. Ouais, c'est vrai que si tu arrives à dégager des rendements pareils, même si les taux, bon, ils ont quand même vachement monté, mais ton levier, il Alors reste positif. ça, c'est côté investisseur, quand on fait des actions de préférence, les TRI de nos opérations, alors je tairai les TRI, mais on est sur des TRI qui sont très supérieurs. Mais ouais, c'est dingue pour avoir accès à ce pipe d'opportunités. Un hôtel à Disney, je pense qu'il faut, ouais, être, effectivement bien bien implanté sur la place et c'est quand même De réseau, assez fou, ouais. d'opportunisme, Ouais, ouais, et c'est clair. également réseau opportunisme, mais également de d'agilité. Parce que sur ce dossier, on n'était pas seul. On parlait de foncière cotée, tout à l'heure. On avait un petit concurrent, petit et qui a ouvert le dossier et qui a pas eu le temps de l'ouvrir. On s'est positionné, très rapidement dessus. Ouais, bah, super. Bravo. Non, puis tu vois, typiquement, c'est le genre d'opération, je pensais qu'ils le feraient eux-mêmes en direct. Enfin, c'est une petite aparté, mais je pensais qu'ils faisaient eux-mêmes le développement de leurs hôtels. Alors c'est la zone est un peu particulière, mais non, non, il y a beaucoup d'externalisés. Après, ils gardent le contrôle sur l'opération, sur les conditions, c'est Ouais, des conditions j'imagine. strictement encadrées, bien évidemment, y compris après pour l'exploitation. Mais, c'est pas eux, ils sont pas opérationnels. Ils sont aménageurs, ils vont, donner les grandes lignes. Maintenant, ce ne sont pas eux qui opèrent réellement. Disney à la base, ils sont aménageurs, mais ils sont pas promoteurs, on va dire ça comme ça. Et là, ça s'intègre, alors là, il y a toute une histoire, mais ça s'intègre dans le doublement de la taille du parc Walt Disney Studios, qui va devenir Adventure World. Disney a injecté 2 milliards d'euros pour le doublement, de la taille du parc, studio. On débutait déjà il y a quelques mois. Il reste du foncier, puis je voyais qu'ils avaient annoncé le royaume, de la Reine des Neiges là, bon, voilà. Après, mais OK, big news, bientôt un nouvel hôtel 5 étoiles, si tout se passe bien avec des villes à piscine. Bon, j'imagine pas les prix, les prix de location, mais je pense qu'il y aura quand même de la demande, enfin voilà, Bah, en ça fait, draine du monde. seul hôtel existant, alors qu'il a l'avantage d'être vraiment littéralement, sur le parc, mais en termes de tarifs dans nos prévisionnels, pour te donner une idée, on sera à la nuitée 2 fois et demi moins cher, que cet hôtel existant. Ouais, Pour un standing, 5 étoiles, hein. super, écoute, j'espère avoir la chance de pouvoir le tester quand il sortira. Mais, OK, est-ce que tu as des exemples de deals où ça s'est pas bien passé, où les travaux avançaient pas, où se sont bloqués, ou des histoires de permis? Enfin, tu vois, c'est un peu le risque propre au développement immobilier. C'est le risque propre. Alors Xavier en a connu bien sûr au cours de sa carrière, il y a eu des anecdotes, là il y avait une opération, c'était il y a quelques années, une opération de promotion immobilière sur du résidentiel. Alors aujourd'hui, on a complètement stoppé le résidentiel, en tout cas temporairement, mais où, on s'est retrouvé avec un permis obtenu purgé et puis, le jour du démarrage des travaux, on s'est rendu compte qu'il y avait une espèce de grenouille protégée, et on a dû stopper complètement l'opération et voilà et ça a duré beaucoup plus longtemps. Il y a bien sûr, il y a une multitude d'histoires comme ça. Heu, Aujourd'hui, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que comme on embarque des investisseurs, on le fait pas, je veux dire en early stage, on le fait pas au tout début de l'opération. Généralement, on va baliser l'opération, attendre d'avoir, les permis obtenus. Là, par exemple, on parlait d'opérations en cours. Il y a des opérations à venir qu'on ouvrira certainement, l'année prochaine au capital. On a une très, très grosse opération à Val Thorens. C'est un exemple, mais par exemple, sur cette opération-là, on a déjà acheté le foncier, on a déjà déposé le permis et d'ailleurs le permis a été récemment obtenu. Alors il y a plusieurs tranches, donc on a une Mmh mh. tranche qui va Ouais, tenir ça 5, peut être long, ouais, ouais. mais quand 100 du permis sera sécurisé, c'est à partir de ce moment-là qu'on ouvrira, le capital des opérations aux investisseurs. Ouais, et Val Thorens, super destination aussi, où il y a très peu de foncier et où les prix ont plutôt tendance à exploser, quoi. L'avantage de Val Thorens, c'est que, ben, on va construire, on a un projet de 11 000 m², donc c'est un projet très important. Ouais, ouais. Il y a plusieurs constructions, notamment un hôtel et en fait, l'intérêt de Val Thorens, c'est très simple, c'est que là, on peut se projeter sur les 20-30 prochaines années. C'est malheureusement une des rares stations où on pourra encore skier de manière,
quasi certaine, d'ici 30 ans du fait de l'altitude puisque c'est la plus haute station d'Europe. Et d'ailleurs on cible là, j'avais parlé d'une opération ouverte à Tignes, c'est un petit peu la même chose. Le domaine de Tignes à Val d'Isère est l'un des plus élevés d'Europe avec des glaciers à 3000, 3002, 3004 je crois. On a plusieurs opérations dans des stations, de haute altitude. On a bouclé une opération là, par exemple, aux 2 Alpes. Le glacier des 2 Alpes, c'est à 3400 mètres, c'est une station à 1008, et on sait qu'il y aura une prime à terme. Il y aura une prime pour les stations de plus de 1008, enfin de 1008 ou plus, du fait de la perte d'enneigement, sur les stations de moyenne altitude. Donc mécaniquement et Ouais, malheureusement, ouais. les prix vont Bah, ouais, puisque les gens vont se rabattre, plutôt sur ces stations. exactement. Ouais, tu auras plus de garanties de pouvoir skier. Ouais, OK, ça marche. Est-ce que, peut-être pour revenir sur tes profils d'investisseurs, donc tu disais c'était assez varié, selon les tickets. Est-ce que tu as genre de profil type d'investisseur ou pas? Ou c'est très varié? Alors, c'est déjà c'est difficile pour moi de me prononcer puisque j'ai pas le contact direct avec les investisseurs puisque on est dans un schéma de intermédiaire. Heu, il y avait le sujet avant des tickets à 100 000 € qu'on a traité aujourd'hui, on est sur des tickets plutôt à 20 ou 30 000 €. Donc ça peut s'adresser à une clientèle beaucoup plus large, j'ai envie de dire. Il y a des opérations, enfin des opérations qu'on monte, des émissions obligataires qui ne vont pas distribuer, des émissions obligataires qui vont avoir de la distribution. Donc on va retrouver tout profil d'investisseur, de la trésorerie d'entreprise au particulier qui veut se diversifier, au particulier qui a un besoin de complément de revenus. On a également structuré une offre dédiée, au remploi, j'en parlais tout à l'heure, aux 150 zérobétaires, donc là qui va adresser pour le coup, des chefs d'entreprise qui ont cédé leur société et qui veulent rentrer dans ce mécanisme d'apport-cession, où effectivement on a structuré une offre. Je parlais du TRI contractuel. Ça, c'est une offre aujourd'hui qui est complètement unique sur le marché, de pouvoir réaliser un remploi sur, une opération qui fournit un TRI contractuel. Alors attention, encore une fois, TRI contractuel ne veut pas dire garantie, ni sur le capital, ni sur le TRI, mais on va essayer en tout cas d'assurer un système de protection qui soit le plus important possible et d'avoir l'offre la plus sécurisée du marché. Via ce mécanisme-là, c'est là d'ailleurs où on a les gros tickets en moyenne, c'est des tickets moyens de 500 000 € dès qu'on parle de remploi, et donc il y a vraiment un gap vraiment entre, des investisseurs, lambda qui vont vraiment faire juste de la diversification et ce type de profil-là. Ouais, c'est assez large finalement parce que en fait, tu peux faire de l'obligataire, si je comprends bien, avec des coupons, c'est Oui, ri oui. tu peux avoir quelque chose de très capitalisant, TRI, voilà, où on cible vraiment de la performance de plus-value à la fin. Il y a un sujet quand même, enfin si pou qui me fait tilt, c'est que, il y a quand même une demande qui est assez forte aujourd'hui pour des solutions qui sont courtes. Heu La plupart de nos deals, c'est pas une volonté de notre part, mais la plupart de nos deals quand même portent sur des opérations en création de valeur. Donc on est généralement sur des durées de 12-24, 24-36 mois. Donc ça reste Ah des ouais, c'est durées assez court, ouais. le côté, assez court, plaît pas mal aux investisseurs. Après, on a les 2 gammes. On a aussi les foncières où là, on est dans une logique plus patrimoniale. Le risque n'est pas le même. C'est-à-dire que sur une foncière, bah, l'actif, il est déjà construit, il y a déjà un locataire en place et en fait, on a structuré la dette et on n'a rien à faire et on encaisse les loyers, on rembourse la banque et Oui, ça roule entre guillemets. Et c'est quoi les actifs que tu gardes dans la foncière du coup? C'est genre typiquement les hôtels ou oui, ce genre de potentiellement, ça choses? peut être des hôtels. Alors, il y a une logique dans la foncière, c'est de ne garder dans la foncière que des actifs prime. La règle aujourd'hui numéro un de Xavier, c'est l'emplacement. Heu, Tout simplement parce que, aujourd'hui, tout peut arriver. C'est-à-dire qu'on peut avoir le meilleur locataire du monde, le locataire peut nous rendre les clés. Il y a une chose qui est immuable, en revanche, c'est l'emplacement. Parce que quand bien même j'ai, un super locataire qui va me signer un bail de 10 ans ferme, si je suis pas sur un bon emplacement et qu'il y a le moindre sujet, ça peut être compliqué à relouer derrière. Et donc nous, on est parti du principe que, la règle numéro un, c'était l'emplacement. Et partant de ce principe-là, la logique de Xavier, c'est de se dire: quand bien même un super locataire viendrait à nous rendre les clés, pour X ou Y raison, on aurait une facilité de relocation du fait de l'emplacement. Donc on a fait des deals, je vais prendre 3 exemples. Par exemple, on a une salle de sport, qui est quasiment sur la place Saint-Sulpice à Paris. On a les murs de cette salle de sport,
Il y a un écoquartier qui s'est créé à Rueil-Malmaison où on a acheté, alors c'est un écoquartier qui va accueillir la future ligne 15 de la station de métro. Il y a J'ai plus les chiffres en tête, je crois que c'est 7 000 logements qui ont été construits, c'est une ZAC toute entière et en fait, il y a des commerces bien sûr et sur toute cette ZAC, on a conservé les commerces qui sont sur la place centrale. C'est là d'ailleurs où il y a un restaurant suspendu avec comment dire? Un cuisinier de Top Chef. Voilà, donc OK. on est Mmh. vraiment sur de l'emplacement Sympa. prime et un dernier exemple pour des gens qui habitent, dans le sud, dans le sud-est, on a acheté des commerces qui sont sur la route nationale du bord de mer dans les Alpes-Maritimes entre Antibes et Nice. C'est la route la plus fréquentée du département et donc là, par exemple, sur cet axe-là, on a acheté les murs d'une pharmacie, très, très grosse pharmacie avec un cabinet médical et les murs d'un magasin Action. Dans les 2 cas, c'est des baux de 10 ans avec 6 ans ferme. Et aujourd'hui, ça cartonne complètement. Alors, on a des stats du magasin Action, c'est un des 10-15 magasins Action les plus visités de France, parce qu'il y a une affluence qui est titanesque, parce que l'emplacement est très bon. Quand Ouais, bien même Action, alors aujourd'hui c'est l'enseigne préférée, quand bien même Action dans 4-5-6 ans est passé de mode, on sait qu'on aura ouais. toujours un super emplacement et qu'on aura, aucune difficulté à relouer. Ouais, c'est un peu la règle d'or de l'immobilier, hein. Emplacement, 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 comme on dit. C'est ça. Du coup, je pense qu'on arrive, à la fin. Peut-être explique, bah, on en a parlé, mais, pourquoi toi tu tu crois dur comme fer dans ton modèle, de foncière privée et voilà tes conseils aux auditeurs qui nous écoutent, qui seraient, potentiellement intéressés, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Et je pense que en fait, tu as commencé en introduction avec, une phrase que tu as dit, c'est finalement, c'est l'alignement d'intérêts. C'est au cœur de notre ADN, c'est au cœur de notre stratégie. Si on doit résumer le modèle, c'est un modèle où on va pousser l'alignement d'intérêts au summum, j'ai envie de dire, puisqu'en fait, c'est, notre argent personnel qui est investi. Quand Pulsine met de l'argent, c'est du compte propre, c'est de l'investissement personnel et donc on va se retrouver finalement au même niveau que les investisseurs. Donc ça, je dis pas que c'est un gage voilà, de réussite absolue et de garantie en capital, loin de là. Mais en tout cas, quand on va sur un dossier, c'est qu'on a une conviction qui est extrêmement forte, d'autant plus forte qu'on y met, 50 des capitaux propres. Ça, c'est un point important. On a monté un modèle qui est assez unique sur le marché aujourd'hui, c'est différenciant, et encore une fois, on va travailler les opérations, on ne fera pas rentrer les investisseurs au tout début. On va déjà dérisquer en partie l'opération. J'ai un dernier exemple en tête, mais qui est absolument magnifique peut-être pour clôturer. Ce sera une opération qu'on lancera peut-être certainement, l'année prochaine. On a acheté dans le Var un foncier, exceptionnel, front de mer, où il y a 12 000 m² de bâtiments à réhabiliter. On n'a pas à détruire les bâtiments, c'est une réhabilitation lourde, mais on ne rase pas les bâtiments. On est perché au-dessus de la mer à 30 mètres de hauteur, et cette opération, elle est caractéristique en fait de la qualité du sourcing de Xavier. C'est une opération qu'on a achetée à l'État, c'était l'État qui vendait. On parlait de bonnes affaires tout à l'heure et du momentum. Alors la contrepartie, avant d'aborder le prix, la contrepartie, c'est qu'on l'a acheté, sans aucune condition de financement, sans aucune condition suspensive de permis de construire, donc avec un risque qui est très élevé aujourd'hui, mais on a acheté à peu près 300 € du mètre carré. Voilà. On a déposé Un les permis front de mer dans le Var, ouais, ouais. Ouais, ça fait rêver, hein. et la logique, c'est que derrière, dès que le permis est obtenu et purgé, nous, on aura déjà fait une bascule et donc à partir de ce moment-là, plutôt que de réinjecter des fonds propres et ben, c'est à ce moment-là qu'on fera rentrer des investisseurs. Voilà et ça, c'est je terminerai sur cet exemple, mais qui est très caricatural du sourcing, de Pulseam et de la qualité des opérations. Moi, je trouve ça vraiment sain, cet alignement d'intérêts et effectivement, on l'a peu et je trouve que c'est vraiment, pour les auditeurs qui nous entendent, un vrai point de vigilance et on le retrouve pas partout et je trouve que quand vous avez des gestionnaires qui sont eux-mêmes, investis dans les opérations, bah, mécaniquement, ouais, c'est des structurations plus saines. En tout cas, merci Victor, de Pulse Immobilier Partners, on le rappelle. OK, bon, Merci pour ces beaux exemples, ça nous a fait un merci peu à rêver. lui qui, peut malheureusement pas être là. Et c'est ça, on le salue donc épargne plurielle effectivement,
on accompagne, nos clients sur ce type de produit et je pense que c'est important vraiment d'être accompagné parce que vous l'avez vu, c'est assez technique, il y a beaucoup de documentation et en tant que particulier, C'est la c'est contrepartie de la transparence, mais je confirme qu'il y a beaucoup de documentation. n'hésitez pas à nous en parler si ça vous a intéressé, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, on y répondra. Merci beaucoup Victor pour ton temps et puis, écoute, au plaisir de pouvoir échanger et de suivre le développement de ces belles opérations. Bah, écoute, avec plaisir. À bientôt Clément. Bye. Salut.